C'est le thème du jour. Alors, Maître Raphaël Mandé Adjaré, en tant que défenseur des droits de l'homme, quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris la mort par balle de ce jeune homme de 18 ans à Tocli la semaine dernière? Merci beaucoup. Et avant donc de m'engager dans cette émission, je voudrais en toute humilité m'incliner devant la mémoire de ce jeune. Et je crois que c'est Anoumou qui vient de tomber sous le coup des balles des forces de l'ordre de sécurité. C'est dommage, une vie de plus en est allée. Et ça fait triste, ça fait froid dans le dos des Togolais. Vous sortez pour exercer une activité, vous tombez. Vous sortez pour réclamer ou revendiquer politiquement des droits, vous tombez. Et je crois que tout ça doit interpeller l'autorité publique qui est chargée d'assurer la sécurité des Togolais. Au sens de l'article 13 de notre Constitution, l'État est tenu d'assurer la sécurité des Togolais sur toute l'étendue du territoire. Et je crois que cette histoire de carburant frelaté qui fait tomber de plus en plus des vies humaines doit interpeller le gouvernement. Je crois qu'on y reviendra en profondeur. Et donc, c'est un sentiment de désolation, un sentiment de désarroi qui s'empare des Togolais lorsqu'on apprend que pour, je dirais pas un petit rien, mais pour des trucs comme ça, que des citoyens perdent leur vie. Mais les autorités, selon leur version, disent que les habitants de la localité ont tenté d'encercler les forces de l'ordre à cause de gaz lacrymogène. Oui, bon, vous savez, j'ai vu le communiqué du ministre de la Sécurité. Et je voudrais l'interpeller sur deux questions. Le premier sujet, c'est que, vous savez, depuis que l'opération Entonnoir est créée, est née, a été instituée, si on compte le nombre de Togolais qui sont morts dans l'exécution de cette opération, je crois que ce nombre est largement supérieur au nombre de Togolais victimes de la vente de l'essence frelatée. À travers des sinistres, des incendies. Exactement, il y a des agents de sécurité qui sont morts, même calcinés, au cours d'une opération. Donc si on compte tout ça, le nombre de Togolais qui sont morts dans cette opération, ce nombre est largement supérieur aux dégâts que voilà, de carburant. Ça, c'est la première chose. Donc, les autorités, le gouvernement doit réfléchir par rapport à cette question. Le second aspect sur lequel je voudrais interpeller le ministre de la Sécurité, dans son communiqué, d'abord, il a ouvert une enquête. Nous avons vu des enquêtes qui sont ouvertes dans ce pays. Ils ne sont jamais clôturées. On vient sur les antennes, on ouvre une enquête et cette enquête n'est jamais clôturée. Nous nous souvenons. Au lendemain de la mort du jeune Afolabi, lors de la manifestation spontanée à la suite de la hausse du prix du carburant, les jeunes, les taximans, les conducteurs taxi-moto sont sortis pour manifester. Il y a un jeune qui est mort. Le ministre de la Sécurité est sorti pour nous dire qu'il y a une enquête qui est ouverte. La mort d'Anselme Sinandare de Guyano, Douti Sinaleng. On a dit qu'on a ouvert une enquête. Et c'était des morts par balle. Depuis, aucune enquête n'a été clôturée pour constituer les Togolais sur comment et pourquoi on peut aller à l'encadrement des manifestations avec des balles réelles. Alors avant de donner la parole, oui, sur ce point, est-ce que vous n'êtes pas soulagé, du moins par le fait que les autorités disent que l'auteur du tir, dans ce cas précis, a été mis aux arrêts? Avant d'en arriver là, dans le communiqué du ministre, le ministre dit qu'on l'a encerclé, il a tenté de s'exfiltrer et il a fait des tirs de sommation. S'il te plaît, Antoine, si les tirs de sommation étaient destinés à faire peur à ceux qui l'ont encerclé, dit le ministre, si les tirs de sommation étaient destinés, mais pour faire un tir de sommation, je crois qu'on tire dans l'air. C'est dans l'air qu'on envoie le coup pour que les gens aient peur et dégagent. Mais alors, si on a envoyé le coup dans l'air, un tir de sommation ne peut pas être à bout portant. Mais ici, malheureusement, ça a été à bout portant et ça a pris une personne. Donc, ce n'était pas en réalité un tir de sommation. Alors, je voudrais interpeller les autorités sur la manière dont nos forces de sécurité ont la gâchette facile. C'est-à-dire, ils manient facilement la gâchette. Et je pense que c'est le fait qu'il y a l'impunité derrière
qu'on peut avoir la facilité de la gâchette, parce que quand vous maniez une gâchette, il faut savoir que de l'autre côté, c'est des vies humaines. De l'autre côté. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Désiré et à Dovlo. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union syndicale des conducteurs de taxi-moto du Togo. Quand on parle des revendeurs d'essence frelatée, les conducteurs de taxi-moto ne sont jamais très loin. Il y en a même qui cumulent les deux activités. Est-ce que vous avez eu le même sentiment que Maître Raphaël Pandé Adiaré par rapport à ce fait? Oui, merci. Je dirais que c'est regrettable que de tels actes se produisent, se reproduisent et se reproduiront encore. Espérons qu'ils ne se reproduisent pas. Oui, parce que lorsqu'on utilise des méthodes depuis 90 qui ne marchent pas et on ne fait que les répéter les mêmes méthodes d'encadrement, vous voyez que nous sommes toujours dans la même logique. Et moi, je dirais que on doit changer de méthode par rapport à certains actes. Ce n'est pas les gaz, les machettes, les gourdins, comment dirais-je, la pourchasse des individus qui vendent l'essence qui va résoudre le problème. On doit analyser les faits. Comment on est arrivé à cette histoire de vente d'essence et quel est le besoin. Parce que lorsqu'il y a marché, d'essence, c'est qu'il y a quelque part c'est parce qu'il y a une demande. Il y a une demande. Voilà. Donc, quelles sont les insuffisances? Qu'est-ce qui a amené ces gens à vendre et qu'est-ce qui amène les clients à les acheter? Donc, c'est par là qu'on doit tenter de résoudre ce problème. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de cet angle que moi, je vois les choses. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Thomas Aedi dit que tout comme l'État a fait en organisant les EM, de même, l'État doit aider les vendeurs de boudets pour un bon encadrement sécuritaire de leurs produits. Les endroits qui n'ont pas de station d'essence au Togo sont plus nombreux. Et à côté, Kankoué écrit que les autorités apprennent du Bénin voisin. Alors, justement, nous sommes intéressés à ce cas du Bénin parce que très souvent, à chaque fois qu'on parle de commerce d'essence frelatée, c'est la référence qui est donnée. Là-bas, il est dit que tout est beau, l'État laisse faire parce que c'est une activité génératrice de revenus pour certains. Et pour ce faire, nous avons joint Joseph Gbogbo. Il est directeur de publication du quotidien béninois Le Devoir et il intervient d'abord. Joseph Gbogbo, bonjour. La conception selon laquelle le commerce serait essentiellement pratiqué par des chômeurs n'est pas vérifiée en fait. On ne peut pas dire que, par exemple, que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé à faire que la plupart de ceux qui sont dans ce commerce-là, ils sont. Non. Il y en a qui héritent ça de leurs parents. Il y en a qui héritent ça de leurs parents et qui sont dedans en plein, qui ne veulent pas quitter ce commerce-là. Ils sont dedans en plein, ils ne connaissent que ce commerce-là, ils en vivent. Leurs parents ont vécu de cela, eux-mêmes ils vivent de cela. Et ils sont en train de tirer leurs enfants vers ce commerce-là. Ils sont en train d'entraîner leurs enfants dans ce commerce-là. Pas tous les enfants, certainement, mais quelques enfants parmi les enfants qu'ils ont s'intéressent déjà à ce commerce-là. Donc c'est une tradition. La vente de l'essence frelatée, c'est une tradition dans la plupart des familles installées le long de la frontière bénino-nigériane et notamment dans le sud-est du Bénin. Ces familles-là se nourrissent de la vente de l'essence frelatée depuis des années et n'entendent pas abandonner ce commerce-là. Ceux qui sont entrés dedans, comme je le disais tantôt, ils ne sont pas parce qu'ils n'ont pas trouvé à faire, parce qu'ils n'ont rien trouvé, parce qu'ils n'ont rien appris pour pouvoir le faire. Il y a beaucoup d'illettrés qui se sont installés à Cotonou, à Porto-Novo, à Semekoudi et dans d'autres villes, à Gbomé-Calavier, dans d'autres villes du Bénin, et qui se sont installés dans ces villes-là et qui n'entendent pas disons, abandonner ce commerce-là. Ils y sont, ils se plaisent et figurez-vous, ce commerce-là a permis à beaucoup de commerçants de construire des maisons à étages, d'avoir beaucoup de véhicules, de prendre beaucoup de femmes, d'avoir beaucoup d'enfants
qu'ils nourrissent correctement et très bien. Nous allons vous interrompre, Joseph Bobo. Merci pour toutes ces précisions. On voit jusqu'à quel point le commerce d'essence frelatée arrive à nourrir un certain nombre de familles au Bénin. Mais la mauvaise nouvelle entre griffes, c'est que la semaine dernière, le Bénin a justement modifié son code pénal et désormais, la vente de carburant est considérée, carburant illicite, est considérée comme un délit. Est-ce que pour vous, Maître Raphaël Kandé Adjaré, c'est une direction à suivre? Parce que les gens ont longtemps appelé le Togo à suivre l'exemple du Bénin. Maintenant, c'est le Bénin qui semble suivre l'exemple du Togo, interdire ce commerce par rapport à ce qu'il représente pour les familles et l'action gouvernementale qui doit être engagée contre ou pour. Est-ce que vous pensez que les gouvernants sont dans la bonne logique? Non, je crois que si depuis on essaie de demander aux autorités togolaises de suivre l'exemple du Bénin, c'est par cause. C'est qu'au fait, c'est une activité. Avant de rendre cette activité illicite, c'est-à-dire les autorités avant de la déclarer illicite, c'est une activité qui rapporte aux familles. Vous venez d'entendre le journaliste béninois. Voilà. Et donc, au fait, les familles tirent leurs sources de revenus. Ensuite, je crois que mon confrère tout à l'heure a posé le problème. C'est-à-dire que si il y a de l'offre, ça voudrait dire qu'il y a une grande demande. Demander pourquoi les gens vont aller acheter cette essence. Parce que alors ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Donc, ça voudrait dire qu'à l'origine, il y a un problème. Et c'est ce problème-là qu'il faut tenter de résoudre. Il faut nécessairement des mesures d'accompagnement. Pour une activité comme ça, je crois qu'il faut, avant de prendre la décision de l'arrêter, il faut des mesures d'accompagnement. Je crois que le Bénin va progressivement. Donc, on ne peut pas se lever un matin pour dire qu'on interdit une activité qui a coût, qui rapporte aux familles, et ensuite et prendre des mesures aussi drastiques pour lutter contre cette activité. Je crois qu'il faut aller de manière progressive. Et je crois qu'en cela, il faut... au Bénin, ils ont maintenant érigé l'activité en une infraction, ils l'ont incriminée, et donc je crois que progressivement, ils vont éradiquer cette activité. Mais il faut nécessairement des mesures d'accompagnement. Ce que je voudrais dire, la frustration énorme, c'est que il y a aujourd'hui, pas dans toutes les villes et dans toutes les contrées, mais vous avez à Lomé, par exemple, les stations d'essence. Quand vous regardez derrière cette politique de l'opération Entonnoir, en réalité, c'est une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que qui sont ces propriétaires de stations d'essence? Vous pensez que c'est pour préserver des intérêts? C'est pour préserver des intérêts. Allez voir ceux qui sont les propriétaires de ces stations d'essence. Et donc, vous savez, nous sommes une population pauvre. Et donc, ceux qui sont riches continuent par accumuler des richesses, mais ceux qui sont pauvres continuent par croupir dans leur pauvreté. Alors... Je termine en disant, lorsque vous voyez, c'est-à-dire que la frustration grandit au fur et à mesure. Des gens, des ministres détournent des milliards, on ne fait rien pour les interpeller, mais on va pour quelqu'un qui va dans un coin reculé, une essence qualifiée de frelatée, on l'interpelle jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est de la frustration quotidienne. Et quand on instaure l'impunité à l'égard de certains et qu'on poursuit certains qui cherchent tout simplement leur pain quotidien, je pense que vous ne pouvez pas résoudre un problème à partir de ce genre de comportement. Désiré Adovlo, la question se pose, est-ce qu'il faut interdire cette vente ou l'encadrer pour permettre à ceux qui en vivent de pouvoir continuer à vivre? Parce qu'au Bénin, selon les informations, les revendeurs aux abords des voies arrivent à accumuler jusqu'à 100, 150 000, voire 200 000 francs de bénéfices par mois. Merci. Je dirais que la première question que j'aimerais me poser, c'est de savoir est-ce que la vente de l'essence ne constitue pas un danger pour le vendeur et pour les cohabitants? Ça, très souvent, on n'en parle pas. Alors, maintenant, il y a un problème social, économico-social qui a engendré cette vente. Alors, comme c'est un problème social, nous n'allons pas nous jeter comme ça et prendre des mesures, des barrières. Donc, on va tenter de les solutionner. Moi, je dirais plutôt qu'en agglomération, il y a des stations d'essence. Maintenant, si on recensait ces vendeurs et qu'on les encadrait, on créait des points de vente dans des lieux où il n'y en a pas et on les engage dedans, je crois que ce serait un pas de solution. Hors agglomération maintenant, l'État, les commerçants doivent penser à couvrir les territoires par, des points de vente.
Et c'est ce que dit Stan sur la page Facebook. Il dit qu'il faut des stations d'essence à tous les niveaux, un peu partout. Pas forcément de grosses stations, mais des points de vente. Mm-hmm. C'est ça. Je crois que c'est une tentative de solution. Et parce qu'il faut voir aussi le côté social. Lorsque vous quittez, vous allez au service, vous revenez, vous voyez votre maison en flammes. Est-ce que vous voyez? Et vous avez tout perdu. C'est des gens qui n'ont pas d'assurance. Ils n'ont rien. Donc, il y a les deux côtés qu'il faut appréhender ou bien aborder avec beaucoup de prudence. Donc, il faudrait une solution médiane, pas interdire catégoriquement. Progressif, bien sûr. Voilà l'aspect progressif. Alors, maintenant, est-ce qu'il faudrait que l'opération Entonnoir cesse d'exister parce que certaines organisations, après ce dernier événement, appellent simplement à la dissolution de cette opération? Non, je disais tantôt qu'il faudrait changer de méthode. C'est-à-dire l'opération Entonnoir doit exister, mais la manière dont il fonctionne doit changer. Il faut quand même une communication entre les vendeurs et, comment dirais-je, les forces de l'ordre et la population pour qu'on trouve une solution progressive à ce problème. Maître Raphaël Condé Adjaré, faut-il supprimer l'opération Entonnoir? Bon, vous savez, c'est l'État qui a l'obligation de maintenir la sécurité des citoyens. C'est l'État qui pourvoit ou bien qui institue les méthodes pour aboutir à ce maintien, à cette sécurisation. Mais lorsque une méthode crée plus de victimes, plus qu'elle n'en protège des citoyens, je crois qu'il faut nécessairement penser à remédier. Si on ne peut pas supprimer l'opération Entonnoir, il faut chercher comment réguler. Parce que, voyez un peu la manière dont... Moi, je crois que tout dépend de la manière. Il y en a qui proposent même, notamment Didier, que l'État les accompagne afin qu'ils puissent créer un syndicat. Un syndicat, une union des revendeurs de carburant, par exemple. Bon, peut-être. Mais par rapport à l'opération Entonnoir elle-même, vous allez voir un peu comment on poursuit. On poursuit les revendeurs. Comment on les poursuit? Comment on les traque? Et certains s'étonnent du fait qu'on ne poursuive pas autant les grossistes. C'est-à-dire... Voilà, il y a les zones d'approvisionnement. C'est-à-dire, on sait que les grossistes se trouvent dans telle localité, mais on ne fait rien, mais c'est seulement les détaillants qu'on essaie de poursuivre. Donc, de toutes les manières, l'opération Entonnoir, moi je crois qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où l'État ne doit pas se taire sur la manière dont cette opération cause de victimes dans nos rangs. Parce que c'est vraiment devenu un excès. On enregistre vraiment des morts. Donc moi je crois qu'il faut une manière d'encadrer ou de régulariser cette activité et à long terme, la rendre vraiment illicite et l'interdire définitivement. Alors, c'est clair. Et Yaoche Seiram Amega écrit sur la page Facebook de Nana FM, on ne peut pas demander qu'on légalise ce que la loi n'autorise pas. Honnêtement, on ne blague pas avec l'essence. C'est ce qu'il écrit. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel encadrement doivent réserver les autorités à la vente illicite de carburant pour éviter que sa répression n'engendre des pertes en vies humaines? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, Désiré Adovlo, selon les explications de Maître Raphaël Condé Adjaré, ce commerce devrait progressivement disparaître vu les dangers qu'il représente, parce qu'on a eu également des accidents comme ça où l'essence a pris feu, il y a eu des victimes. Vous pensez que la ligne devrait être celle-là, adoptée par les autorités? Oui, je dis que nous sommes dans la même logique. C'est qu'il y a un problème d'emploi, un problème de revenus qui se pose. Donc, moi, j'aimerais être concret. Lorsque nous sommes à l'agglomération et que vous interdisez les gens de vendre, il faut faire des avances. Proposer des alternatives. Voilà. C'est-à-dire, d'abord, il faut, dans un premier temps, encadrer les vendeurs. Et les enseigner les mesures de protection, comment on peut sécuriser, dans quel lieu on peut sécuriser le carburant. Donc les volontaires, parmi les volontaires, il y a des gens qui pourront être utilisés pour des points de vente qui seront créés. Dans les zones rurales. Voilà, donc c'est pour ça moi je tiens beaucoup à la méthode. Alors nous allons prendre un premier auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Auditeur en ligne, allô? Vous êtes à l'antenne, allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment?
Togui. Togui, c'est depuis Noukafou. Votre prénom, c'est Togui? Allô? Votre prénom, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Oui, déjà. Oui, votre prénom, c'est... Ok, bon, je salue les invités. Allez-y. Moi-même, j'ai été témoin de ce fameux opération en tenant en privé. J'ai déjà vu la barbarie, la sauvagerie de nos forces de l'ordre. Alors, c'est pas bien. Oui, Togui, comme vous dites que vous appelez, ça on en a assez parlé. Maintenant, à votre avis, quelle solution doit être apportée? Oui, moi je pense qu'il faut qu'on arrête cette fameuse opération. Qu'on laisse la population vivre, surtout les soins reculés de Lomé. Par exemple, chez moi au village là, à Lébé, vers Diaglé ou là-bas, il n'y a aucune station. C'est de ça qu'on conduit nos motos. On vient en ville, on travaille, on retourne. Il veut qu'on travaille avec quoi? Donc vous pensez que les autorités devraient favoriser la création de points de vente dans les zones reculées? Effectivement, monsieur Afano. Mais l'interdire au centre-ville? Ouais. Est-ce qu'il faut interdire la vente, oui, au centre-ville? Pas tout à fait. Puisque quand tu quittes, par exemple, Kota à JPC là, il n'y a aucune station jusqu'à l'autre côté. Donc l'essentiel, c'est de combler les vides en matière de disponibilité d'essence. Oui. Voilà. Nous vous disons merci. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 50 de 96 61 58 58. À votre avis, faut-il interdire ou contenir le commerce du carburant illicite? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Georges. Georges, vous nous appelez d'où? J'appelle de Thiviers. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, merci pour l'émission. Pour l'interdiction de la vente de carburant, je ne pense pas qu'il faut l'interdire systématiquement. Mais il faut penser à une stratégie pour réguler ça. Mais ce qui se passe, je voudrais poser une question. Bon, quand ils saisissent les bidons d'essence là, qu'est-ce qu'ils en font? Nous vous disons merci. Georges, on va dire que c'est une très bonne question puisqu'elle a même déjà eu à être posée à une des autorités qui a donné une réponse qu'on va peut-être vous rappeler dans les instants qui viennent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous écoutez Nana FM, auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Aboubakar de Totabar. Aboubakar, vous dites que vous nous appelez de... Allez-y, à votre avis, faut-il interdire ou gérer de façon stratégique? Vous savez pourquoi il y a l'incendie de l'essence? Quand les forces armées gênent les gens, c'est pourquoi ils vont cacher ça là où il ne faut pas qu'on cache. C'est pourquoi il y a l'incendie. Sinon, si on les laisse libres, ils vont bien travailler. Il n'y a pas d'essence vert. Si vous dépassez avec Posocatini, si vous dépassez sur nous au nord, il n'y a même pas d'essence. Il y a une femme qui sera enceinte, on veut l'amener à l'hôpital. Par quel moyen on va la prendre pour amener à l'hôpital? C'est l'essence qu'on doit chercher pour mettre dans les motos. Alors, vous pensez que l'État devrait laisser libre cours à ce commerce? On doit laisser libre, les gens vont savoir comment utiliser et cacher leur... liquide. Si on peut capter en ville, par exemple, Lomé, ça peut mieux. Mais dans la ferme, c'est grave. Nous vous disons merci. Merci Aboubakar depuis Noukafou d'avoir participé à ce débat. Kokou Hola, Zonvidé sur la page Facebook de Nana FM dit que après Zanguera, il n'y a plus de station jusqu'à ce qu'on arrive à Zaou. Sinon, ces opérateurs contribuent au développement des milieux ruraux. Alors, les avis sont partagés. Et Maître Raphaël Condé Adjaré, il y en a qui estiment qu'on devrait laisser les commerçants vaquer à leurs occupations. Et il y en a qui disent, comme Georges qui nous a appelé depuis Thiviers, qu'on devrait interdire, mais procéder de façon stratégique. Oui, c'est... Moi, je crois que c'est vrai que les avis sont un peu partagés, mais quand vous regardez ou vous les analysez, c'est que tout porte à croire que les gens demandent tout simplement au gouvernement d'abord de réglementer, d'essayer de surveiller de manière attentive, pas
de manière drastique comme le gouvernement est en train de faire. Pas avec de la violence. Pas de la violence. Et peut-être si on peut interdire de le faire progressivement, en partant peut-être des zones urbaines et de manière progressive en étendant l'interdiction vers les zones rurales. Parce que, vous voyez, M. Aboubakar a donné un exemple bien précis. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez dans une station d'essence pour prendre le carburant, c'est vrai, je sais que l'essence présente, c'est un liquide inflammable, à haut risque, qui vraiment présente un danger réel. Tout à fait normal. C'est pourquoi, par exemple, le gouvernement ne peut pas autoriser que vous allez prendre de l'essence dans le bidon pour aller, lorsque vous êtes en panne. Une panne sèche, par exemple. Voilà, vous pouvez venir. Non, vous devez conduire, traîner votre engin jusqu'au lieu de vente. Si c'est une voiture, on peut. Mais les motos, vous voyez un peu comment ça peut se reprendre. Maintenant, prenez la zone rurale. Dans une ferme, il n'y a pas de station d'essence. Monsieur Aboubakar a donné l'exemple. Vous avez une femme qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher. Il n'y a que des motos. Vous prenez votre moto, il n'y a pas le carburant. Vous êtes par exemple dans une ferme qui est il faut plusieurs à des kilomètres distances. avant de vous voir allez traîner votre moto pour aller en ville, prendre le carburant avant de venir prendre... Non, vous voyez. Donc ça dit que c'est des faits réels. C'est des faits vécus, des exemples qui doivent amener le gouvernement à discuter réellement avec ceux qui se livrent à ce genre de commerce. Et non, procéder par une interdiction, je dis encore drastique, prendre une mesure tout simplement pour dire, ok, c'est nous ou rien, nous voulons interdire et que nous avons la possibilité de le faire et procéder par comme ils sont en train de faire. Je crois que ça dessert plutôt et le gouvernement et même la population qui se livre à ce genre d'activité. Alors, un autre auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame Essi, comment allez-vous? Allô? Oui, comment allez-vous, madame Essi? Ça va. Alors, à votre avis, faudrait-il interdire ou réguler la vente de carburant illicite? Interdire ou réguler? Pour commencer, j'ai atterri comme un cheveu dans la soupe dans le débat. Oui, en fait, c'est... Je suis fatigué d'appeler depuis 55 quand on appelle pour la même chose. Oui, je comprends que vous soyez fatigué d'appeler. Madame Essi, mais permettez que je vous rappelle le sujet du jour. En fait, Madame Essi, on voudrait savoir l'encadrement que les autorités doivent réserver à la vente illicite de carburant pour éviter des pertes en vies humaines. Pour éviter des pertes en vie humaine. On a combien de pourcentage de chômage dans le pays? On a près de 90 à 95% du taux de chômage. Ça, ce sont vos chiffres. Pour les autorités, le chômage tourne autour de 6%. Je l'ai écouté à la télévision la dernière fois, une chaîne internationale, où c'est pareil dans tous les pays africains, pourtant indépendants depuis près de 60 ans, que les mêmes dirigent. Et on a 90 à 95% partout. Ils ont cité tous les pays. Et maintenant, les jeunes n'ont rien à faire. C'est les mêmes qui ont créé les stations d'essence. Les jeunes, au lieu de nous braquer dans nos maisons, ont trouvé une alternative pour parer au chômage. Et maintenant, on les pourchasse comme des gibiers depuis longtemps. Et moi, la question que je me pose, est-ce que les mêmes vendeurs sont aussi traqués, pareil, à Kara et devant le camp militaire de Lomé? Est-ce qu'ils sont aussi traqués en tirant sur eux à Kara? Alors, vous, si on vous comprend bien, Madame Essi, vous estimez qu'on devrait laisser les jeunes qui vendent de carburant exercer leur activité? Bien. Il n'y a rien à faire dans le pays. Ils n'ont pas créé de boulot. Ils ont fermé les usines qui existaient et ils n'ont même pas pris la peine d'en créer avec tout l'argent qu'ils ont. Nous vous disons merci, Madame Essi, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, Désiré Adovlo, l'aspect social lié à l'emploi ou au chômage des jeunes revient encore. C'est exact. Donc, je dirais que par rapport à ce genre, ce phénomène, il faudrait créer des emplois. Comment? Nous sommes dans le domaine du carburant. Lorsque les Béninois voisins viennent créer des stations ici, il faut qu'on leur fixe des quotas de recrutement. Parce que vous voyez, il y a plein de stations aujourd'hui à Lomé, vous voyez qu'on parle le fond, on parle les agas, tout ça là. Donc on doit imposer un certain nombre.
de quotas pour qu'on recrute. Mais si le chômage est aussi important que le dit Madame Essi, les stations ne peuvent pas employer parfois plus de 10 personnes. Ça risque de ne pas être assez efficace. Nous sommes dans le domaine, du carburant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on peut penser à autre chose. C'est qu'on ne réfléchit pas à ça. Les gens pensent que c'est seulement le corps habillé qu'il faut alimenter. Lorsqu'il y a recrutement, par exemple, à Dido Gomé, voyez-vous le nombre de personnes qui se présentent? Parce que là-bas, c'est un peu assuré. On ne s'amuse pas un peu à dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour créer pour donner de l'emploi? C'est à ça, à ce jeu qu'on doit se prêter. Est-ce que vous voyez? Donc, pour pallier à ce genre d'activité, il faut créer de petits emplois, il faut créer des emplois temporaires au moins pour faciliter et pour permettre aux gens de joindre les deux bouts. Sur la page Facebook de Nana FM, Rémi écrit que c'est une guerre économique malheureusement. Il dit qu'il a honte pour son pays. Ils défendent les intérêts des multinationales qui ne se soucient même pas du peuple du peuple sans emploi. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Hassan. Bonjour. On vous appelle comment? Bankole. Bankole depuis Amoutivé. Alors nous vous écoutons. À votre avis, faut-il encadrer ou interdire? Je crois que c'est pas légaliser ce qui est illicite le problème. Mais il y a un aspect du problème qu'il faut relever. Si vous voyez le comportement de ces trafiquants de ce carburant frelaté et sur nos routes, lorsqu'ils vont s'approvisionner, vraiment c'est déplorable. Et que vous ne pouvez pas être en train de défendre la sécurité et voir de ces comportements-là et ne pas réagir. Donc vous pensez que l'État devrait aller contre ce commerce, mais comment? Pour éviter les pertes en vies humaines? Oui, il y a un problème qui se pose. Pourquoi nos coins les plus reculés ne sont pas approvisionnés? Il faut qu'on s'interroge. Est-ce que nos routes favorisent, n'est-ce pas, le déplacement des camions pour ce carburant-là? Alors, l'État pouvoir mettre les infrastructures en place, ce qui encouragera, n'est-ce pas, les opérateurs économiques à pouvoir aller dans cette région à s'installer. Je crois qu'il faut réfléchir. Pour l'État de nous le permettre aux opérateurs économiques, n'est-ce pas, de s'installer dans cette région. Bien, alors nous vous disons merci. Merci monsieur Bankole d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. On voit que vous êtes également pour surtout qu'on évite les accidents ou les risques auxquels expose la vente du carburant illicite. Et sur la page Facebook de Nana FM, il y en a qui continuent de dire qu'il faut suivre l'exemple béninois. Mais on vous rappelle que depuis la semaine dernière, la donne n'est plus la même au Bénin. Le commerce du carburant illicite est désormais considéré comme un délit puisqu'il a été ainsi inscrit au code pénal. Et le confrère Joseph Gbogbo du journal Le Devoir, le quotidien béninois, a eu à nous en parler. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Mawena depuis Adido Gomé. Mawena depuis Adido Gomé. Alors, quelle est votre opinion par rapport à ce sujet? Pour les ventes de carburant frelaté là. Moi, je dis que ça, là, on ne peut pas arrêter. Pourquoi? Parce que c'est les barons là, qui sont derrière, qui sont là, qui financent les revenus du secteur de ce carburant frelaté. Mais vous n'en avez pas des preuves, M. Mawena? Depuis qu'on arrête, ça passe où? Depuis qu'on arrête les carburants là, est-ce que vous et moi, on peut avoir les moyens chaque fois d'acheter le carburant, on ça tient toujours. Parce que ici, on a les moyens. Et si l'État veut maintenant de compliquer bien c'est ça. Est-ce que nous, vous et moi là, on a le pouvoir là? Nous vous disons merci. Si l'État veut éradiquer cela clairement, il veut le faire. C'est une guerre entre eux, même les barons, c'est une guerre entre eux. Nous vous disons merci. Merci Mawena depuis Adido Gomé d'avoir participé à ce débat. Ce qu'il dit, est-ce que ça a du sens? Il se demande si les autorités n'en sont pas informées, par où est-ce que ça passe pour entrer dans le pays? Oui, vous savez, c'est une question. C'est une question qui donne à réfléchir parce que ça fait bientôt des années que cette opération en entonnoir a été créée, mais on constate que de plus en plus, il n'y a pas de résultats. Il y a de la recrudescence de temps en temps.
par exemple en 2017, le nombre d'essence approvisionnée ou bien introduit sur le territoire togolais peut avoir un taux élevé que ce qui s'est passé en 2007. Donc, ça pose un problème de la poreuse de nos frontières, d'où est-ce que l'essence vient, qui sont ceux qui sont derrière. Moi, je crois que l'État a les moyens de procéder vraiment, réellement à cette enquête pour voir vraiment est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, même dans les milieux gouvernementaux, sont vraiment derrière cette histoire. Donc, une enquête devrait être menée pour voir exactement, les causes, qui sont les tenants, les aboutissements de cette histoire. Georges avait cherché à savoir ce qu'ils font du carburant saisi. Oui. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils font du carburant saisi. Nous voyons, quand on saisit la drogue, on nous présente à la télévision qu'on est allé détruire la drogue parce que c'est un produit illicite hors commerce. Mais quand on saisit le carburant, on ne nous dit pas ce qu'on en fait avec. Un ministre a eu à expliquer que ce carburant était utilisé simplement parfois par les agents chargés de mener les opérations sur le terrain. C'est ce qui avait été expliqué. Quelqu'un est intervenu pour dire que même devant les camps, je crois que c'est madame ici, devant les camps, vous voyez, devant un camp, par exemple, vous allez à Degome, vous allez voir parfois devant, il y a des gens qui vendent de l'essence, du carburant frélaté. Ça nous laisse interrogateur, parce que l'opération entonnoir, je sais que c'est la force de sécurité, mais que ces genres d'activités se pratiquent devant des installations militaires, moi je crois quand même que ça laisse à désirer. Mais de toutes les manières, pour peut-être mon mot de fin, à Désiré Adovlo dit un mot et ensuite votre mot de la fin. Alors aujourd'hui, est-ce que la question de la répression que dénonce notamment le Front citoyen Togo Debout se pose encore un peu plus, Désiré Adovlo? Bon, je ne suis pas de cet avis et j'aimerais dire que le premier complice de l'entrée du carburant, parce que moi-même j'en ai vécu, nous traversons lors de notre exercice, nous traversons souvent la frontière. Et laissez-moi vous dire que le marchand de carburant vient négocier avec le militaire qui se trouve au poste frontalier. Ça, c'est ce à quoi vous assistez. Vous parlez de ce que vous avez vu. Nous voyons, c'est ce que je vois. J'ai plusieurs fois fait la ligne Lomé-Cotonou également, nous passons par la claque ou des trucs. Ça, c'est des négociations qui se passent. Donc, le premier complice de cette histoire, c'est le militaire qui se trouve au poste frontalier. C'est une négociation parce que les endroits sont tellement dangereux qu'ils préfèrent passer par le poste frontalier. Et laissez-moi vous dire que c'est en cachette parce que les militaires aussi n'aimeraient pas qu'ils soient surpris par leurs supérieurs. Donc le premier complice, c'est le militaire. Alors maintenant, s'il va falloir mener des répressions, c'est d'abord corriger, mener une sensibilisation au sein des forces de sécurité. Contre la corruption notamment, si éventuellement une enquête détermine que ces faits sont avérés. C'est ça. Donc c'est pas au sein des forces de sécurité que ça doit commencer. Alors, votre mot de la fin, Désiré Adovlo, pour clore ce débat, que diriez-vous? Je dirais que moi, je pense toujours que lorsque le temps passe, on doit changer de méthode. Et on ne doit pas utiliser les méthodes archaïques jusqu'à nos jours, ce que vous voyez. Donc, il faut changer, plutôt ramener les vendeurs d'essence à la raison, que l'opération entonnoir change de méthode, de principe. Il doit beaucoup plus communiquer avec la population. Ça m'étonne parce que dans les autres secteurs, le ministère de l'Intérieur, ils ont des méthodes. Maintenant, ils descendent sur le terrain. Ils descendent même vers les conducteurs pour parler avec eux. Je ne sais pas pourquoi ils ne doivent pas descendre aussi, discuter avec les vendeurs. Je crois que la communication, ça change, ça arrange beaucoup de choses. Eux aussi, les vendeurs, ils ont des propositions. On peut avoir des propositions. Et tout ça, ça peut mener à bien les choses et ça va s'arranger. Merci Désiré Adovlo. Maître Raphaël Kpandé Adjaré, justement encore par rapport à la répression, votre campagne sur l'article 21 de la Constitution, est-ce que la répression du carburant illicite entre également dans ce cadre? Oui, moi je crois que tout le monde est unanime à dire aujourd'hui que c'est vrai, la vente de l'essence est une activité à haut risque. Quoi qu'on peut dire qu'elle comble un besoin, la nature a horreur du vide, mais je crois que il appartient à l'autorité de voir la manière. Si on a utilisé une méthode, l'opération entonnoir, et qu'après quelques années, on constate que cette opération n'engendre que de victimes plus qu'elle en protège ou protège le citoyen, je crois qu'il faut penser à d'autres méthodes. Ça, c'est d'un. De deux, je crois aujourd'hui que avec les morts qu'on enregistre
par balle, je crois que l'autorité doit réfléchir à la manière dont il participe aux opérations de maintien de l'ordre, à faire en sorte que la riposte, si on est allé pour maintenir de l'ordre, que la riposte soit proportionnée à l'attaque, si je peux le dire ainsi, parce que il ne sert à rien d'utiliser des fusils à balles contre des gens qui sont à main nue. Nous vous disons merci, Maître Raphaël Kandé Adjaré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci également à vous, Désiré Adovlo, d'avoir été avec nous. Vous êtes membre de l'Union syndicale des conducteurs de taxi-moto du Togo, chargé du secteur informel dans la FECITRAT, la Fédération syndicale des travailleurs du transport du Togo. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afano et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Si toutes les conditions sont réunies, nous aurons à parler de la journée Togo mort à laquelle appelle la coalition des 14. Passez une excellente journée. « 95.5 Nana FM »